Bonjour à tous, bienvenue dans H2H24. Aujourd'hui, nous continuons notre tour du monde sur la place de l'hydrogène dans les autres pays. Et aujourd'hui, nous allons parler du Moyen-Orient. Pour en parler, je reçois Miko Meret, spécialiste en géopolitique et marché de l'hydrogène. Bonjour Miko. Bonjour Marion. Au Moyen-Orient, ils restent encore très dépendants du pétrole, mais ils investissent massivement dans les énergies renouvelables pour réduire cette dépendance au pétrole. Mais quid de l'hydrogène dans la zone Moyen-Orient, quelle est sa place? Sa place aujourd'hui, elle est centrale. Elle est centrale d'un point de vue politique, pas encore d'un point de vue industriel, mais d'un point de vue politique clairement. Il y a trois sujets qui expliquent l'intérêt des Moyen-Orientaux en général, tous les pays du Golfe qu'on peut imaginer, mais il ne faut pas oublier non plus au Moyen-Orient, même si c'est plutôt Proche-Orient pour certains, Israël, qui est particulièrement impliqué. Donc l'intérêt, il est le suivant. D'un côté, vous avez des pays producteurs de pétrole, évidemment, de gaz pour certains aussi, et ces actifs-là deviendront des actifs dépréciés dans 20 ans, dans 30 ans. Le monde arrêtera. Si évidemment on fait une transition écologique qui tient la route, le monde arrêtera ou diminuera massivement évidemment ses importations d'hydrocarbures bruts. Donc à partir de là, pour ces pays-là qui sont rentiers, qui sont dépendants de leur rente pétrolière, gazière, ils doivent absolument trouver un moyen, soit de se renouveler complètement, c'est pour ça qu'ils développent l'éolien, c'est pour ça qu'ils développent du photovoltaïque. Ils doivent aussi essayer d'adapter leur industrie existante et c'est la raison pour laquelle ils misent beaucoup sur l'hydrogène, pas juste vert à partir des ENR qu'on a évoqués avant, mais aussi sur l'hydrogène dit bleu, donc l'hydrogène avec séquestrateur de carbone comme vous le savez. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, quand vous allez voir par exemple des décideurs à Abu Dhabi, Dubaï ou à Riyad, on vous parle aussi bien d'hydrogène vert que d'hydrogène bleu parce que les deux sont incontournables pour que le pays maintienne sa rente. Et est-ce que l'ensoleillement qui est exceptionnel au Moyen-Orient peut les prédestiner à devenir forcément des producteurs d'électricité verte et par conséquent d'hydrogène vert? Mais bien sûr, en fait, on a beaucoup dit qu'ils avaient beaucoup de chance, ces Moyen-Orientaux, quand ils ont trouvé du pétrole qui était de top qualité et qui n'était pas très cher, pas très profond. Mais aujourd'hui, ils ont toujours de la chance, ou plutôt, si on peut dire, ils subissent les risques de vivre dans ces zones-là. Évidemment, ils ont un ensoleillement qui est fantastique. Pour les zones côtières sont particulièrement venteuses également. Et puis, certains pays, comme par exemple le Sultanat d'Oman, a découvert et veut amplifier ses découvertes en matière d'hydrogène naturel. Donc, il y a trois dynamiques qui se font face. La dynamique de l'hydrogène vert d'un côté, la dynamique de l'hydrogène dit bleu et tous ses dérivés naturellement de l'autre. Et puis, il y a aussi la place du nucléaire qu'il il faut pas du tout oublier. Parce que là aussi, il faut le dire, quand on est aux Émirats Arabes Unis, il y a cette compréhension du fait que le nucléaire, quoi qu'on en pense, peut être l'un des meilleurs moyens de produire un hydrogène bas carbone et surtout un hydrogène peu cher avec un électrolyseur qui fonctionne plus de 8000 heures par an. Et est-ce qu'un pays des pétrodollars comme l'Arabie Saoudite peut se transformer en fournisseur de carburant non polluant? C'est en tout cas leur objectif. Et la question n'est pas véritablement est-ce qu'ils vont y arriver? Ils vont y arriver parce qu'ils ont des capacités d'investissement qui sont massives, bien plus importantes que ce qu'on peut faire évidemment en Europe d'un point de vue du soutien public évidemment à cette filière et parce qu'ils n'ont pas le choix. C'est-à-dire qu'ils doivent absolument maintenir cette rente. Donc à partir du moment où ils arrivent à mettre en place localement un écosystème, et notamment par exemple le saoudien Aramco, ou par exemple l'émirati Masdar, dont on parle évidemment beaucoup. Et puis au-delà de ça, il y a aussi un petit pays qu'il ne faut pas oublier, en tout cas petit par la taille, c'est donc Israël dans cette région, puisque de fait, en Israël, vous allez retrouver peut-être moins de capacité de production, évidemment, que les grands espaces saoudiens, omanais ou émiratis, ou pourquoi pas koweïtiens, ou qataris, qu'il ne faut pas évidemment oublier non plus dans cette logique-là, pardonnez-moi. Mais il y a aussi en Israël une capacité d'innovation, notamment dans le domaine de l'électrolyse et dans le domaine des technologies de stockage et de transport. Donc aujourd'hui, un pays comme celui-là va se positionner comme un fournisseur de technologies massives parce que Israël peut avoir les technologies dont les Émirats Arabes Unis pourraient avoir besoin pour alimenter cette rente. Et puis dernier point, il faut bien se rendre compte dans le cas des Émirats Arabes Unis en particulier que toutes les provinces des Émirats Arabes Unis, tous les Émirats, les 7, ne sont pas des provinces pétrolières. C'est surtout Abu Dhabi qui a ce potentiel-là, qui a cette réalité-là. Donc pour les autres, il s'agit, avec les énergies renouvelables et donc l'hydrogène et ses dérivés, tout simplement d'un moyen de pouvoir devenir rentiers, exactement, eux aussi, comme le grand frère, comme le dominateur de l'alliance, si vous me le permettez, de l'Union, qui est Abu Dhabi.
les Émirats arabes unis aussi donc s'intéressent à l'hydrogène, tous. Absolument, et on a vu évidemment un grand intérêt de la part des industriels allemands qui ont été les premiers à se repositionner sur les Émirats arabes unis, ou les Britanniques également aussi. Les Britanniques avec par exemple BP qui essayait de développer l'un des premiers grands projets d'hydrogène vert à partir d'énergie solaire, c'était dans les années déjà 2009-2010, c'était tombé à l'eau pour des raisons inhérentes à BP et la catastrophe notamment de Deepwater Horizon, mais il n'empêche que c'est resté dans l'esprit local comme une option, une réalité potentielle. Donc depuis, les Allemands ont remplacé les Anglais, si vous me permettez l'expression, les Italiens sont venus, les Suédois, les Suisses, beaucoup d'entreprises européennes évidemment. Maintenant aujourd'hui, ce sont les Coréens, ce sont les Australiens, ce sont les Japonais qui arrivent, les Américains bien sûr, et la France évidemment dans tout cela, elle aussi essaye de prendre pied aux Émirats arabes unis. Il y a plein de manières de le faire. On voit des alliances en fait. On voit Engie qui signe un partenariat avec Masdar, la même chose avec Total. On a nos politiques, c'est Bruno Le Maire en 2021 qui annonçait des alliances entre le Moyen-Orient et les Émirats arabes unis et la France. Donc il y a vraiment de vrais partenariats qui sont en train de se créer. Bien sûr, et ça a été discuté même quand le président Emmanuel Macron est venu aux Émirats arabes unis début décembre 2021 pour célébrer un grand anniversaire évidemment de l'Émirat, des Émirats. Ce qui a été clair, c'est que même si on a beaucoup parlé évidemment du contrat de défense, cette dimension énergétique, elle rentre aussi dans une logique de sécurité pour l'État émirati, pour l'Union. Donc de fait, aux Émirats arabes unis, comme en Arabie saoudite, comme à Oman, comme en Israël, l'Égypte est un petit peu à côté, mais l'Égypte, vous allez beaucoup l'entendre parler, de fait, parce que là, cette année, il va y avoir la COP27, évidemment, qui aura lieu à Sharm el-Sheikh. Il y a la COP28, qui aura lieu l'an prochain aux Émirats arabes unis. Les deux, Égypte comme Émirats arabes unis, cherchent à montrer quelque chose au monde de leur capacité de transition énergétique, à changer aussi une partie de leur image. Vous allez le voir donc à la COP27, il y aura la stratégie hydrogène vert, évidemment, de l'Égypte qui sera publiée, longuement discutée. Et la COP28, en 2023, aux Émirats arabes unis, ça va être l'occasion aussi de faire une grande démonstration de force pour montrer comment des partenariats internationaux, démultipliés évidemment, d'un côté la France, d'un côté l'Italie, d'un côté l'Allemagne, etc., va permettre aux Émirats arabes unis de complètement changer d'image et de faire de Dubaï, par exemple, non pas juste un paradis hydrocarboné ou d'Abu Dhabi un paradis hydrocarboné, mais véritablement une zone d'innovation, comme par exemple le projet NEOM également en Arabie saoudite. Et donc, ces partenariats, ça crée des vrais liens entre l'Europe et le Moyen-Orient en matière de production. Alors, est-ce qu'on peut imaginer des gazoducs qui viendraient transporter l'hydrogène vert produit aux Émirats arabes unis pour nous alimenter, nous, en hydrogène vert en Europe? Alors ça a été un projet, alors les plus vieux d'entre nous se souviendront peut-être de Desertec, ce fameux projet allemand du début des années 2000 qui consistait à faire produire des ENR massifs dans le Sahel et les acheminer jusqu'en Allemagne. Ce projet Desertec a basculé après les printemps arabes, est devenu Desertec 2.0 comme il le rappelle aujourd'hui, et il s'est focalisé plutôt sur les pays du Golfe. Alors maintenant, on est quasiment 10 ans plus tard, on est dans Desertec 3.0. Et pourquoi c'est important ce projet-là? Parce que c'est ce projet finalement qui a permis, durant la décennie 2010, aux Émirats arabes unis d'abord, puisque Desertec maintenant est basé là-bas, et à l'ensemble des pays de la zone, de comprendre et d'imaginer comment ils pourraient effectivement acheminer cette énergie jusqu'en Europe. Et la logique des pipelines ou la logique de faire de grandes lignes à très haute tension sur plusieurs milliers de kilomètres pour toucher le marché européen, aujourd'hui, elle est mise de côté, pour des raisons notamment géopolitiques. Donc, la logique aujourd'hui va consister à faire des terminaux portuaires pour tout simplement essayer d'amener ces molécules produites localement avec des ENR jusqu'en Europe, sous forme d'ammoniac ou alors sous forme de e-méthanol. Mais il y a un dernier point qu'on oublie ou on néglige souvent, c'est aussi que ces pays cherchent à amener chez eux des capacités de production industrielle pour là encore diversifier leur économie, donc dans le Golfe. Merci beaucoup Miko pour Merci. cet éclairage. Merci Marion. Alors avec ces explications, on voit que l'hydrogène renouvelable est appelé à devenir un élément clé de l'équilibre géopolitique et les pays producteurs de pétrole vont continuer à jouer un rôle majeur de producteurs d'énergie et leur richesse leur permettra d'investir massivement dans les ENR et l'hydrogène. Je vous dis à très vite pour une prochaine émission H2H24.